En 1975, l'Assemblée générale des Nations unies vote une des résolutions les plus orwelliennes de son histoire, celle qui assimilait le sionisme au racisme. Cette résolution est la seule de toutes les résolutions des Nations unies qui a été révoquée par les Nations unies. Il y a eu un autre vote en 1991, en décembre 1991. Il y a eu un autre vote qui a abrogé cette résolution. Il n'y a jamais eu un autre cas de ce type dans toutes les réunions des Assemblées générales des Nations unies depuis que les Nations unies existent. Qu'est-ce qui a fait la différence entre 75 et 91? Eh bien, c'est très simple. Il y a eu deux différences. La chute de l'URSS et des tyrannies communistes, et d'autre part, la première guerre contre l'Irak, qui a montré, de manière imparfaite certainement, mais qui a quand même montré aux dictateurs que leur jour était compté, que les peuples libres étaient encore capables de se battre pour faire respecter le droit et la liberté. Et il se passait qu'en 1991, parce que la force soutenait le droit, il s'est passé que les Nations unies ont changé de peau et de visage et qu'ils ont abrogé la mesure inique qu'ils avaient adoptée quelques années plus tôt. Si vous voulez maintenant que le rapport Goldstone un jour soit abrogé, si vous voulez maintenant que la Commission, le Conseil actuel des droits de l'homme soit aboli, si vous voulez maintenant que l'ONU cesse d'être une plaisanterie, eh bien il faut se battre tout simplement sur le plan politique essentiel, ici et maintenant et autour de nous. Il faut, puisque nous vivons dans des pays libres, se battre pour qu'il y ait des dirigeants libres et qui aiment la liberté et qui veulent se battre pour la liberté. Il faut disqualifier tous ceux qui aujourd'hui hésitent ou pactisent avec l'ennemi. Il faut se battre contre le parti de l'apaisement. Il faut savoir se mobiliser. Je vais simplement vous faire 2-3 propositions extrêmement simples. La première, c'est de manger beaucoup de poissons de manière à avoir une mémoire solide et de noter tout ce qui va être dit et fait maintenant par les gens qui vous demandent vos suffrages. De s'en souvenir et de ne plus pardonner. Et il faut aussi militer pour que l'Europe, notre pauvre Europe, qui est quand même malgré tout encore le pays de la liberté, le continent de la liberté, le reste, cela suppose un certain nombre de choses. Maintenant que l'Europe a une sorte de président, une sorte de ministre des Affaires étrangères, il faudrait que l'Europe s'engage dans la voie d'un effort de défense à la fois extérieur et intérieur significatif. Il faudrait que l'Europe s'interroge sur ce que cela signifie d'être européen. Il faudrait que l'Europe mette des conditions claires à l'entrée éventuelle d'un autre pays dans l'Europe. La Turquie, non merci! À la veille du terrible conflit de la Seconde Guerre mondiale, combien y avait-il de Français, d'hommes politiques français, combien y avait-il d'Anglais, d'hommes politiques anglais qui voyaient qu'on allait vers une confrontation et qui essayaient de dire à leur peuple « il faut se préparer à la confrontation ». Il y en avait très peu. Il y avait certainement De Gaulle en France, oui. Il y avait certainement Churchill en Angleterre. Savez-vous combien de députés se sont opposés aux accords de Munich quand ceux-ci ont été adoptés? Extrêmement peu, aussi bien
à la Chambre des députés française qu'au Parlement de Londres. Et pourtant, cette minorité infime, c'est le noyau qui a fait l'histoire, qui a assuré la victoire de la liberté. Aujourd'hui, nous avons ce noyau autour de nous. Vive la liberté! Bravo, monsieur Etienne, exactement, des valeurs factuelles, très belle intervention. Ça nous est bien entendu par vos applaudissements. Donc, du fond ce soir.